Nous allons nous intéresser maintenant à la prévision des réactions redox. Alors j'insiste sur le mot prévision parce que prévision c'est de la science. On ne dit pas la prédiction. Prédiction c'est bon pour la magie ou pour la sorcellerie. Donc c'est la prévision des réactions redox. Dans l'expérience, nous avions un morceau de cuivre qui est plongé dans une solution contenant du nitrate d'argent. Donc ce nitrate d'argent est composé de deux parties, la partie argent et la partie nitrate. Et ces deux-là se décomposent en ions Ag+, et en groupement NO3- en solution. Ce qui fait que la solution ici contient en fait des ions Ag+. Et ce que nous remarquons, c'est qu'après quelques minutes, il va y avoir ici un petit dépôt gris argenté à la surface du cuivre. Et ce dépôt gris argenté, c'est en fait de l'argent métallique. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que la solution deviendra légèrement bleue. Et une solution bleue, c'est un signe qu'elle contient des ions Cu2+, parce que les ions Cu2+, sont bleus, tout simplement. Alors, si on reprend cette expérience, mais qu'on inverse le cuivre et l'argent. Donc ici, nous avons une petite barre d'argent que nous plongeons dans une solution de nitrate de cuivre cette fois-ci. Donc il va contenir des ions Cu2+. Ce que l'on constate, c'est qu'il ne va tout simplement rien se passer du tout. La réaction ne marche pas. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que dans la première expérience ici, il y a une réaction? Pourquoi est-ce que de l'argent apparaît et du cuivre va disparaître pour se former en Cu2+? Et pourquoi, dans la deuxième réaction, ici, rien ne se passe? Eh bien, l'explication vient tout simplement de la nature. C'est la nature qui est faite comme ça. On peut réécrire avec une équation chimique ce qui va se passer. Donc, dans la première expérience, le cuivre va réagir avec des ions argent+ pour donner des ions Cu2+, et de l'argent métallique. Alors, la première chose à faire ici, c'est de voir qu'il y a deux charges positives à droite, une charge positive à gauche. Il va donc falloir équilibrer le nombre de charges positives dans l'équation. Donc on va mettre le coefficient 2 ici devant l'argent, mais maintenant il faut encore ajouter un coefficient 2 ici devant l'argent du côté des produits, tout simplement pour équilibrer la réaction. Dans la deuxième expérience, nous avons cette fois-ci donc de l'argent plus Cu2+, et ceci ne donne rien du tout. Donc j'avais dit que l'explication est naturelle, ce qui est tout à fait vrai, parce que le transfert d'électrons ici n'a lieu que dans un seul sens. On remarque que cette équation-là, en fait, c'est une équation d'oxydoréduction. Le cuivre est oxydé en Cu2+, l'argent plus est réduit en argent, donc il y a bien transfert d'électrons, et le transfert d'électrons est à sens unique. C'est tout simplement un phénomène naturel. Donc si on répète ce genre d'expérience avec plein de métaux différents, donc par exemple avec de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, du zinc, de l'aluminium ou encore du sodium, on peut arriver finalement à une certaine classification, qui est la suivante. Donc nous allons ordonner nos métaux de cette façon-là. Nous aurons les métaux purs à droite et les ions correspondants, qui seront à gauche. Donc l'ion de l'or est le O3+. En dessous, il y aura l'argent correspondant à l'argent+, Cu et Cu2+. Donc cette classification ici est faite en fonction des résultats des différentes expériences. Ici, nous avons le fer. En dessous, il y aura le zinc, l'aluminium et finalement, tout à la fin, le sodium. Et les ions qui sont correspondants sont le Fe2+, le Zn2+, Al3+, et Na+.
Alors pourquoi est-ce que ce sont ces ions-là? Cela vient tout simplement du respect de la règle de l'octet, que nous avions déjà vue auparavant. Nous reconnaissons tout en haut ici l'or, l'argent et le cuivre qui sont les métaux nobles. Nous allons pouvoir expliquer aujourd'hui pourquoi justement on les appelle des métaux nobles. Donc pour en revenir aux expériences de tout à l'heure, nous avions de l'argent plus en solution et nous avions du cuivre et ils avaient réagi pour donner du Cu2+, ainsi que de l'argent. On remarque que ce que nous avons ici est en fait ce que nous avons là dans cette table. Donc l'espèce qui était en présente était Ag+, l'autre espèce était Cu. Et nous remarquons alors que nous pouvons tracer une forme comme ceci. Cette forme a tout simplement la forme de la lettre grecque gamma. Donc ici, nous avons découvert ce que nous appelons la règle du gamma. Grâce à cette règle, on va pouvoir expliquer pourquoi certaines réactions vont fonctionner, pourquoi d'autres ne fonctionnent pas, et aussi on va pouvoir prévoir les réactions chimiques. Donc pour en revenir au cas de l'expérience qui est encadrée ici en rouge, l'argent plus avait besoin d'un électron pour donner de l'argent, et le cuivre, quant à lui, perdait 2 électrons pour donner du Cu2+. Et si on fait la somme de ces deux demi-équations redox en tenant compte du fait qu'il faut multiplier la première par 2 pour avoir le même nombre d'électrons, nous allons obtenir alors 2Ag+, plus du cuivre, qui va donner 2 argent plus Cu2+. Et nous retrouvons exactement la même équation que tout à l'heure. Donc grâce à la règle du gamma, on peut parfaitement prévoir quelle réaction chimique va se passer. Pour ce faire, il faut tracer tout d'abord un gamma. Si une des espèces en présence est située en haut à gauche du gamma et que l'autre espèce en présence est située en bas à droite du gamma, alors il y aura systématiquement une réaction chimique. Toute autre combinaison ne marchera jamais. Si par exemple vous avez une espèce en présence ici et une autre là, cela ne pourra pas marcher du tout. Donc c'est uniquement la combinaison encadrée en vert ici qui sera utile pour prévoir les réactions chimiques. Très bien. Donc, de cette manière-là, nous pouvons revenir à la table que nous avons tracée ici et nous allons nous intéresser au couple Cu2+ et au fer. Nous voyons que Cu2+ associé au cuivre et Fe2+ associé au fer ont une certaine position dans le tableau des éléments. Donc ici, si nous extrayons cette petite partie-là, Cu2+ et Cu, Fe2+ et Fe, on peut, en traçant un gamma, prévoir quelles seront les espèces que nous allons obtenir. Donc Cu2+ va réagir avec du fer. Donc, ce sont les deux espèces soulignées en blanc. Et cela va nous fournir les deux espèces soulignées en bleu cette fois-ci. Donc ça nous donnera cuivre plus fer 2+. Maintenant, admettons que nous ayons eu du cuivre et des ions Fe2+. Cela voudrait dire que les positions sont celle-ci et celle-là. On se rend compte alors qu'on ne peut pas se retrouver dans ce cas de figure, ce qui fait que la réaction alors n'est pas possible. Il n'y aura jamais de réaction chimique entre le cuivre et les ions Fe2+. Donc maintenant nous allons en venir vraiment à la prévision des réactions chimiques. Très bien.
Alors nous allons considérer par exemple que nous avons une cuillère qui est faite en fer et que nous avons ici un petit bocal qui va contenir du sel. Le sel qui a pour formule chimique NaCl. C'est donc le chlorure de sodium, c'est un composé ionique qui peut s'écrire de cette façon-là. Donc c'est du Na+, associé avec du Cl-. Et maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce que c'est une bonne idée de prélever du sel avec une cuillère en fer? Donc, pour le savoir, il faut d'abord identifier les espèces en présence. Nous avons du fer et nous avons l'espèce Na+. Donc, on va retourner à notre table de classification. Nous avons du fer et nous avons Na+. On va pouvoir alors écrire quelles sont nos espèces en présence. Donc, nous avons Fe2+, qui est associé au fer, et Na+, qui est associé à Na, le sodium. Donc, les espèces en présence sont celle-ci et celle-là. On ne peut pas tracer de gamma ici. Ça ne marche pas. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de réaction possible. Et s'il n'y a pas de réaction possible, cela signifie que l'on peut parfaitement prélever du sel avec une cuillère en fer. Maintenant, ce que l'on peut rajouter dans cette table, c'est une donnée supplémentaire. Il n'y a pas que des métaux qui sont présents dans cette classification ici, il y a aussi des non-métaux. Et notamment, nous avons aussi l'espèce H+, et H2. Ici. H+, nous avons reconnu le proton qui vient des acides. Donc on peut très bien maintenant prévoir la réaction de différents métaux avec les acides. Nous allons prendre l'exemple, par exemple, de Jackie. Jackie a une voiture un petit peu surpaissée, avec un gros pot d'échappement. Nous allons dire que c'est une Golf GTI. Et Jackie vient d'équiper son véhicule de nouvelles jantes en aluminium. Des toutes belles jantes en aluminium. Mais il y a des petites taches dessus et Jackie se demande, est-ce que je pourrais nettoyer mes belles jantes en aluminium avec un produit anti-tartre? Pas anti-tartre, anti-tartre. Avec du produit anti-tartre. Est-ce que les deux sont compatibles ici? Alors il faut tout d'abord savoir que le produit pour lutter contre le tartre, c'est en fait de l'acide chlorhydrique. Et l'acide chlorhydrique a pour formule chimique HCl. HCl, lorsqu'il est dans de l'eau, va se décomposer en H+, et en Cl-. Voilà. Donc maintenant, les espèces que nous avons en présence sont de l'aluminium et H+. Donc nous allons réécrire où se trouvent nos différentes espèces. Pour ça, il faut se repérer à la table qui est ici. H+ se trouve là et aluminium se trouve ici. Très bien. Donc, H+ et H2 sont là. L'aluminium se trouve ici et son ion correspondant à L3+ est là. Donc nous avions dit que les espèces en présence sont H+ et l'aluminium. Nous remarquons ici qu'on peut tracer un magnifique gamma, ce qui veut dire qu'il y aura cette fois-ci une réaction chimique. Reste encore à déterminer quelle réaction chimique aura lieu. C'est tout simple, H+ va fournir du dihydrogène. Il faut d'abord équilibrer le nombre d'atomes d'hydrogène et ensuite il faudra équilibrer les charges électriques. Comme c'est une réaction de réduction, il faut rajouter des électrons ici, et notamment il faut en rajouter 2.
L'aluminium, quant à lui, va réagir pour former du Al3+. Et il perdra au passage 3 électrons. Donc maintenant, nous pouvons faire la somme de ces deux réactions en tenant compte du nombre d'électrons. Ce qui fait que la première demi-équation, il faudra la multiplier par 3. La deuxième demi-équation, il faudra la multiplier par 2. Donc nous obtenons à la fin 6H+, plus de l'aluminium, qui va donner 3 d'hydrogène, plus 2 Al3+. Donc ce que nous constatons, c'est que l'aluminium va être effectivement transformé en Al3+. Cela signifie qu'il y aura une dissolution des jantes. S'il y a une dissolution des jantes, ça veut dire que Jackie, avec sa Golf GTI Tuning, ne sera pas très content, parce qu'en voulant nettoyer ces jantes alu super belles, il va en fait les détruire complètement. Donc, conclusion, ne jamais nettoyer vos jantes en aluminium avec du produit anti-tartre, parce qu'ils contiennent des ions H+, qui vont réagir avec l'aluminium, et qui vont alors conduire à la destruction du métal. De la même façon, on pourrait se demander pourquoi l'or, l'argent ainsi que le cuivre sont appelés des métaux nobles. Par définition, nous avons vu que les métaux nobles sont ceux qui ne réagissent pas avec HCl. Donc nous allons regarder où se trouvent ces métaux par rapport aux protons, donc H+. Ag+ se trouve là, G, Cu2+ et Cu. Et tout en bas, nous avons ici H+ et H2. Ce que nous remarquons maintenant, c'est que les 3 métaux nobles sont ici. H+ se situe là. Donc si nous voulions tracer un gamma, nous remarquons que nous avons des espèces en haut à droite et des espèces en bas à gauche, ce qui fait alors que la réaction n'est pas possible. Comme la réaction n'est pas possible, l'or, l'argent et le cuivre ne seront pas attaqués par de l'acide chlorhydrique et c'est pour ça que ce seront des métaux nobles.